Bien, merci à toutes et à tous d'être ici présents. Donc, je rappelle le titre de ce panel, Avoir l'art dans sa vie, avoir l'art dans la vie d'ailleurs. Et j'ai le plaisir pour cette session d'avoir à mes côtés trois auteurs et autrices. Donc, je vais commencer par ordre de proximité. À ma gauche, Rachel Cusk. Rachel Cusk, qui est l'autrice d'une œuvre qui s'étoffe au fur et à mesure, plusieurs titres qui ont été très remarqués, notamment Arlington Park. Et puis, dans le contexte francophone plus direct, la dépendance qui a obtenu le féminin étranger il y a maintenant 2 ans. Donc merci Rachel d'être avec nous. À ma droite, j'ai le plaisir d'avoir également Anne Michaels, autrice canadienne qui a publié notamment plusieurs recueils de poésie et qui vient ici à America pour présenter son texte intitulé « Étreinte » aux éditions du Sous-sol. Un peu plus loin, interprète oblige, et je les remercie dès maintenant, Hicham Matar. Hicham Matar qui est ici pour plusieurs titres, mais notamment le dernier paru aux éditions Gallimard, Mes amis, et qui est aussi l'auteur de plusieurs œuvres remarquées parues chez Gallimard également. Donc nos trois auteurs ici ont en commun le fait d'être habités par l'art ou les arts, et c'est ça qu'on va essayer d'étudier ensemble, d'examiner ensemble. Et cet art se manifeste sous des formes extrêmement variées, soit directement au sein des textes comme matière première, soit par les intervenants et les gens qui participent au monde de l'art, ou de façon très indirecte. Donc ma première question va être très large et nous permettra d'entrer à mesure dans le vif du sujet. Il sera question de mémoire, et j'aimerais que vous puissiez témoigner de votre première rencontre avec une œuvre d'art, avec avec une matière artistique qui vous qui a provoqué en vous soit un choc esthétique, un choc intellectuel, en tout cas quelque chose qui a mis en mouvement quelque chose en vous, que ça a été moteur d'écriture ou pas d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans ce premier souvenir d'une sorte de choc ou de rencontre avec une œuvre d'art? I guess. It's not my first memory by any means, but I mean, the thing that I think about visual artists and visual art in comparison to literature is that for some reason visual art is always trying to find the edge and the new and the shocking, and literature always seems to be going back into a place of comfort around narrative. So I think the image always has the power to shock a novelist in that way. Écoutez, je vais me lancer du coup, et je dois dire que ce n'est peut-être pas mon premier souvenir en tant que tel, mais ce qui me frappe dans l'art et les arts visuels, c'est que la tendance est toujours à chercher à dépasser les limites de cette discipline, et pour choquer, enfin ça, on arrive donc à choquer parce qu'on arrive justement aux limites de ce qui avait été vu jusqu'à présent. Alors qu'en contraste avec cela, la littérature est plutôt l'endroit vers lequel on retourne pour trouver un réconfort, l'endroit vers lequel on se tourne vers soi-même. Donc c'est un peu cela qui m'avait frappé, le contraste entre les images qui choquent, disons, la force des images et le choc qu'elles provoquent, et la littérature.
And sorry, one more thing, just to talk about a particular artist. My most recent book, Parade, the source of that book, in a way, was being in the Pompidou Centre a couple of years ago for the big retrospective of George Baselitz, and seeing his inverted painting. So he began to paint upside down, and to me that was the most devastating image for so many things about femininity and violence and contemporary life. And so my whole decision about what I was going to write and trying to kind of write a book upside down came from that. Baselitz. Et ce qui m'a frappé justement, et je l'écris dans mon dernier livre, Parade, bon, alors c'est Parade. Bon. Et dedans, enfin, j'avais vu donc l'exposition de Georges Baselitz et qui faisait des tableaux à l'envers, donc en haut en bas, quoi. Et cela m'avait vraiment frappée parce qu'il décrivait là toute la société contemporaine, ce que je vivais, la violence que l'on vivait, aussi la violence en ce qui concernait la place de la femme. Et cela m'a tellement frappée, cela m'a tellement interpellée que j'ai donc écrit Parade, donc après cela. Merci beaucoup. Est-ce que Hicham ou Anne voulaient soit réagir, soit rappeler à nos mémoires votre premier choc esthétique? Well, first of all, just to say thank you so much for the hospitality, and thanks to everybody being here, but most of all, thanks to all the volunteers that make this festival possible. Tout d'abord, avant de commencer à répondre, je voudrais remercier vraiment, vraiment très chaleureusement le festival pour son hospitalité. Je voudrais remercier tous les gens présents dans la salle et puis un merci tout particulier à tous les bénévoles sans qui bien, l'événement ne serait pas possible. Well, when I think for the first encounter with art, it has to do with an argument. And the argument was that my father had failed to convince my brother and I that the Libyan desert used to be green. Ah, ok. Alors, je crois que ma première rencontre avec l'art, c'est vraiment... ça s'est passé lors d'une querelle en famille. Un jour où mon père avait essayé en vain de nous convaincre, mon frère et moi, que le désert de Libye avait été vert un jour. And so he drove us. It took several days, this journey, deep into the desert, to these caves, to look at the cave paintings. And I still remember very clearly, it was really my first encounter with art, visual art. Walking into the cave after 3 days of a very uncomfortable trip, walking into the cave behind my father, and then him taking out his lighter and flicking it on, and then suddenly the ceiling of paintings of men and women swimming, hunting. And I was so struck by it because it proved the point that the arid desert was green. But actually what was much more powerful for me was that it showed me an event where people were trying to mediate the world, trying to cross the distance between their inner lives and what they were seeing, and to find expression in that. Alors, donc mon père, voilà, voyant qu'il n'arrivait pas à nous convaincre, a décidé de nous emmener en voiture. Voilà, on a fait un trajet de 3 jours pour atteindre, vraiment s'enfoncer au fin fond du désert de Libye. Et il nous a amenés dans une grotte où il y avait des peintures rupestres. Et je me souviens vraiment, j'ai un souvenir très 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 vivace de cet instant où, donc c'est vraiment ma première rencontre avec l'art plastique, l'art visuel. Cet instant où après, un long trajet en voiture, puis ensuite une longue marche,
assez difficile. Après ces 3 jours, je me souviens de rentrer dans cette grotte, dans les pas de mon père, sur les pas de mon père. Mon père a brandi un briquet qu'il a allumé, et là, waouh! Tout d'un coup, subitement, le plafond s'est révélé à nous et on a découvert ces représentations d'hommes et de femmes dans un endroit luxuriant, en train de nager, de chasser. Et j'ai été vraiment abasourdie. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est qu'en fait, cette découverte des peintures était la preuve par A plus B que le désert arabe avait été vert à une certaine époque. Et ce qui a été encore plus puissant chez moi ce jour-là, c'est que cette rencontre avec cette œuvre d'art, c'est la première fois que je me trouvais en présence de personnes d'hommes et de femmes, qui avaient essayé de dire le monde, essayé de s'ériger en médiateur entre eux et le monde, qui avaient essayé de traverser cette distance qu'il y avait entre leur vie intérieure à eux et ce qu'ils voyaient autour d'eux, et qui avaient réussi à trouver une façon de l'exprimer. Anne, un mot sur votre première expérience sensible face à une œuvre d'art. I'm going to talk about encountering Shakespeare's King Lear for the first time. And I was maybe 14 years old, and I was stunned at the faith in language that play expresses, because the fate of a kingdom, dynasties, generations, all rests on a single sentence, and one could argue a single word, and that the destruction that follows from that single word is the loss of everything. And also, the redemption at the end of the play also depends on a single word. And I was completely astonished that Shakespeare had such faith in language that he could make use and trust that word could have such power, both to destroy absolutely and redeem absolutely. Je vais parler de la pièce du Roi Lear de Shakespeare. Je l'ai lue quand j'avais 14 ans et j'ai été vraiment abasourdie de voir la foi dans le langage dont cette pièce témoignait. Parce qu'on y voit que le sort d'un royaume, d'une dynastie de générations tout entières repose sur une phrase, on pourrait même dire sur un seul mot. Et ce mot génère une destruction qui équivaut à la perte de tout. Et la rédemption aussi, à la fin de la pièce, repose sur un seul mot. Et j'ai vraiment été abasourdie de voir que Shakespeare était tellement convaincu du pouvoir du langage, il était convaincu qu'un seul mot pouvait être la clé de tout, de la destruction comme de la rédemption. Alors j'entends que ce sont 3 expériences sensibles qui sont assez différentes les unes des autres, des formes d'art aussi qui sont variées. Rachel, vous nous avez parlé d'une œuvre d'art, en tout cas d'un artiste d'art moderne, contemporain. On a des peintures rupestres, et puis Anne Michaels, déjà un rapport avec le texte qui produit une image. Je rebondis sur vos dernières paroles, Anne Michaels, concernant la rencontre avec le Roi Lear de Shakespeare et l'image qui s'est produite lorsque vous l'avez lu. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous sentez une responsabilité en tant qu'interprète d'une manière de reformuler une image et la mettre en mots? Et je reprends par là ce que vous disiez en premier lieu, Rachel Cusk, le fait de ramener vers l'intime quelque chose que visuellement vous produisez. Est-ce que vous faites les interprètes d'images à travers les mots? Est-ce que c'est votre approche de l'écriture, peut-être? I think it's my turn again. Well, my husband is a painter. He's a visual artist, and living with that person has taught me
something about the difference between the image and the narrative, in a sense, at a very personal level. That being probably that the morality of the image is very different from the morality of a text, and the image involves more perception and less judgment. And a text, a narrative, is essentially judgmental. I guess it's a story of judgment. And so that, I suppose, in my own work, has really, really led me to question narrative and question stories, and to try to, I suppose, hear, be more. I don't know, evolve a sensibility that is closer to the image than to text. Écoutez, je suis moi-même mariée à un peintre, donc un artiste visuel, et je dois dire que effectivement, il y a une certaine différence entre l'écriture et l'art visuel, puisque je devrais dire même que l'écriture a sa propre morale et l'art visuel, la peinture, a la sienne. Et je vis cette différence de façon très intime, étant mariée à un artiste visuel. Et il est vrai que je pense que l'art visuel s'appuie plutôt sur une perception des choses et exprime une façon de percevoir les choses sans toujours insister ou appuyer un côté moral forcément, alors que l'écriture, eh bien, je pense que dans le fond, l'écriture est surtout un acte moral, un acte par lequel on émet un jugement moral sur les choses. Et c'est vrai que cela m'a fait réfléchir, le fait de voir justement des images et la façon dont elles expriment quelque chose. Cela m'a fait un peu remettre en cause ce que mon écriture et un petit peu essayer d'être plus, enfin de ne pas compter tant sur la morale forcée de la narration, quoi. Alors, sur la question de se faire interprète d'une image en écrivant, est-ce que Anne voulait réagir ou Isha? When we talk about, when I think about the function of the image in language, it's extremely important to me that the image is always used in a way that is very purely physical, concrete, because one cannot speak of abstractions through other abstractions. The only way to reach what cannot be spoken of, or the inexpressible, which is, of course, the core of our most profound experience, is through what is most physical, most concrete. And so again and again, I come back to the hard sciences and using science as a way to talk about not only to be expressing the physicality of the world, but what lies beyond that physicality. And the very nature of the idea of limit between the physical and the non-physical, the spiritual, we'll use that word. The idea of anything with a limit is that it immediately asserts that there is something beyond the limit. And so the image for me is that moment, that fulcrum between
what we feel and know in the physicality of our experience and what lies beyond that. Quand je m'interroge sur la fonction de l'image dans le langage, je me rends compte que l'image est toujours à prendre dans un sens physique, concret. On ne peut pas parler d'abstraction en utilisant d'autres abstractions. Pour parler d'abstraction, de ce qui façonne en fait le cœur de notre existence, on a besoin du physique. Et c'est pour ça que je reviens aux matières scientifiques. Il n'y a pas juste, les matières scientifiques n'expriment pas juste le physique, elles expriment aussi ce qui est au-delà. Et quand on parle de la limite entre le physique et le spirituel, si on dit le mot limite, c'est bien qu'on sous-entend qu'il y a quelque chose au-delà de la limite. Et donc l'image, pour moi, c'est la limite entre ce qu'on sait de notre expérience physique et ce qu'il y a au-delà. I mean, I think for me, actually, of course, how each form of art conducts its expression is a fascinating subject, but I want to go to a place before that, because I think that we are all on a daily basis aware of an extraordinary gap that exists between everything that we are, what we feel, what we think, and our attempts to express it. Alors, oui, bien sûr. Bon, je trouve que oui, toute forme d'art a sa manière bien particulière et intrinsèque de trouver sa propre expression, et je vais en parler, mais j'aimerais avant cela revenir à un point vraiment très très important. C'est le fait que nous tous, autant que nous sommes ici, nous sommes au quotidien. Nous vivons avec cette conscience permanente d'un fossé énorme et incommensurable entre tout ce que nous sommes, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons, et donc le fossé énorme entre cela et nos tentatives souvent ratées d'exprimer tout ceci. And so on a daily basis, we are encountering the obvious, which is that there is always a consistent infidelity between those two things, between what it is that I want to say and how I say it. And this happens all the time, but I think where literature, and I would say where all the arts actually reside, they reside in that gap. There are attempts to express the unsayable. And what's really quite striking to me about it is how we respond to it. The fact that a work means so much to me. For example, I don't know, let's choose, say Hamlet. The reason why Hamlet affects me so much is not because Hamlet has inserted in me emotions and ideas that I didn't have before. It's actually what it's done, it's acquainted me with things that lie within me and are silent, you know. And that line from it, actually, I have that within that Passeth shows, that Hamlet says in the play, is, I think, really interesting here in our discussion about art. So if we agree that what is within exists before language and expression, and it's actually impossible to communicate absolutely, that it will always be in translation, then one way to look at all of the arts is different modes of translation. Et oui, donc comme je le disais, tous les jours, on est face à ce constat évident
d'une infidélité, une infidélité, je dirais, constitutive entre ce qu'on voudrait dire et la façon dont on le dit. Et ça se produit tout le temps, tout le temps. Et je crois que la littérature et toute forme d'art, d'ailleurs, réside justement dans ce fossé-là, dans cette impossibilité-là, dans cette tentative très difficile d'exprimer l'indicible que font toutes les formes d'art. Et ce qui me frappe vraiment beaucoup, c'est justement, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont nous, tous autant que nous sommes, nous essayons de réagir à tout ça, à l'art. Ce que l'art nous fait. Pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art m'affecte à ce point-là? Je vais essayer de prendre un exemple concret, par exemple Hamlet de Shakespeare. Je crois pas, enfin c'est un texte qui m'aime beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit parce que ce texte fasse naître en moi des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Non, au contraire, je crois que ce texte, il m'a, avec sa puissance, amené à faire connaissance avec un matériau sensible, des émotions qui étaient déjà en moi, qui étaient là, mais de manière en dormance, si je puis le dire. Et c'est un petit peu, d'ailleurs, l'histoire de ce que vit Hamlet lui-même dans la pièce. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est si on s'accorde à dire que ce qui est en nous, préexiste le langage et l'expression, en fait, ça revient à dire qu'il y a une impossibilité absolue de communiquer ce qui est là, déjà, à l'origine. Et ça revient à dire qu'on est toujours, que toute forme d'art est toujours en traduction. Qu'elle n'est jamais aboutie. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier justement ces différents modes de traduction qui s'expriment à travers toutes les formes d'art. Alors j'entends parler beaucoup de mouvements, de mise en mouvement, d'émotions qui sont dans nos cœurs et qu'on essaye d'une manière ou d'une autre d'exprimer. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et là je pense notamment à l'ouvrage d'Anne Michaels, Étreinte, où la photographie est très présente, c'est que l'art peut aussi intervenir comme manière de fixer précisément ces émotions qui sont dans un mouvement permanent. Est-ce qu'il y a, par exemple, des formes artistiques avec lesquelles vous vous sentez plus à l'aise de fixer une émotion, de capturer quelque chose et de le rendre ou non par l'écriture, mais est-ce qu'il y a des formes qui vous interpellent davantage dans le fait de fixer comme ça une émotion, de la capter, de l'enfermer peut-être même? Well, every art form does that. What's most crucial for me is that the art is not just speaking, the art is also listening. So it's that moment where one could say the gaze of the viewer, the gaze of the reader, the gaze of the listener, in the case of music, and the gaze of the person, the composer, the painter, the writer. When those gazes meet, something is mended, something is rescued, something is discovered. So I think the moment that you're describing is a moment when the art is listening to the receiver of the art. Toute forme d'art, en fait, fait ce que vous avez décrit. Ce qui compte pour moi particulièrement, c'est le fait que l'art n'est pas juste quelque chose qui parle, c'est aussi quelque chose qui écoute. Ce moment où le regard du spectateur pour la peinture, du lecteur ou de l'auditeur pour la musique, ce moment où ce regard-là rencontre celui du peintre, de l'écrivain ou du compositeur, quelque chose est réparé et sauvé et découvert. Et ce que vous décrivez, c'est ce moment où l'art écoute le récepteur, la réceptrice.
think that's a beautiful idea. And it rings so true because also when the opposite happens, when you encounter an art that doesn't do it for you, you feel terribly underestimated, you know. You feel underemployed too, underutilized. So I've always loved this idea that each one of us is in some way carrying a very broad, silent orchestra within us, and that and certain works of art awaken it, and some of them have such a broad repertoire, and really it's the only explanation why when I read King Lear or Hamlet, when my heart is broken at the end, I'm also cheered up. I'm really happy at the end of those plays, and I can't quite explain it because they're so tragic. But I think the reason I'm happy is because at that moment, happy is the wrong word, but I am somehow enlivened and energized. It's because they've sort of attended to a range of ideas and emotions that aren't all usually attended to. Non, you're fine. Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle voilà, idée que vous venez d'exprimer et je trouve qu'elle sonne vraiment très 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 vraie. Et il me semble aussi qu'à l'inverse, quand vous rencontrez une œuvre d'art qui justement ne vous parle pas, une œuvre dont voilà, le charme n'agit pas sur vous, eh bien c'est terrible parce que vous vous sentez complètement sous-estimé. Voilà, vous avez l'impression de ne pas être du tout voilà, mis à contribution à votre juste valeur. Et je crois vraiment très fortement en cette idée que chacun et chacune d'entre nous charrie avec lui tout le temps une sorte d'orchestre silencieux, je dirais, et qui peut être réveillé, mis en mouvement et se mettre à jouer avec des belles rencontres comme cela. Et il y a justement, oui, des œuvres d'art qui savent éveiller justement cette musique que nous avons tous en nous. Et ce sont ces œuvres d'art qui contiennent en elles un répertoire quasi universel, très très large. Et je crois que c'est pour cette raison que, par exemple, quand je lis Le Roi Lear ou Hamlet, dont je parlais tout à l'heure, même si à la fin, évidemment, j'ai le cœur complètement brisé, eh bien, je suis à la fois aussi très réjouie, très 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 heureux en un sens, et même joyeux. Alors je ne saurais pas trop l'expliquer parce que c'est vrai que ce sont quand même des œuvres éminemment tragiques, mais je crois que la raison pour laquelle elles me rendent heureux, enfin heureux c'est pas le bon mot, je dirais plutôt qu'elles m'énergisent, qu'elles m'aident à me sentir plus vivant. Je crois que c'est parce que c'est des œuvres de La Force du Roi Lear ou de Shakespeare, eh bien, c'est qu'elles arrivent à faire appel ou à toucher une gamme d'idées et d'émotions que la plupart des autres œuvres d'art n'arrivent pas à atteindre. I just want to add my agreement that, you know, when we encounter even the most harrowing encounter with art, the most tragic, that is precisely when we know that the places where we feel most abandoned are precisely the places we are not alone. Here and here and here precisely are the places we are not alone. J'ajouterais à ça, parce que je suis très d'accord, que justement, ça montre que même notre rencontre la plus dure et la plus tragique avec l'art, ça reste un moment où on découvre que là où on se sentait le plus abandonné, on n'est finalement pas seul. Alors justement, à propos de collectif, là je vais me tourner vers Rachel parce qu'on parle notamment d'intimité avec l'œuvre d'art, ce qu'elle produit en nous, la manière dont elle s'extériorise ensuite. Et je me demandais dans quelle mesure le fait, vous l'avez abordé en préambule, de côtoyer les artistes, de vivre avec, d'être dans une forme d'intimité, d'avoir peut-être accès, on le sent également dans votre ouvrage, à une forme de sociologie
régie des différents acteurs qui constituent le monde de l'art. Est-ce que cela, ça altère votre émotion vis-à-vis de l'œuvre d'art, ou est-ce que ça produit quelque chose de différent? Comment est-ce que ça se produit? Well, I think, I mean, just to sort of pick up from what Anne was just saying, and one of the things that really interests me is the difficulty of talking about a painting and saying what it is. And a friend of mine was telling me a story of when she was a young woman standing in front of a Rothko, and the handsome stranger next to her turning to her and saying, "What do you think?" and her having absolutely no way of turning into language what she thought. And I sometimes wonder whether there's almost a moral problem with trying to return the image to language. En fait, si vous me permettez, je voulais revenir justement sur sur les derniers propos d'Anne et sur la difficulté de décrire une œuvre visuelle, un tableau, c'est vraiment caractéristique. Et d'ailleurs, un ami me racontait une anecdote qu'il avait vécue. Une jeune femme était face à un tableau de Rothko et un peu interloquée, regardait le tableau, et un jeune homme à côté d'elle lui dit: alors, qu'en penses-tu? Et alors évidemment, eh bien, elle a bredouillé parce qu'elle était incapable d'exprimer quelque chose au sujet du tableau qu'elle était en train de voir. C'était extrêmement difficile. Et je pense que, en fait, il s'agit d'un problème moral. Comment décrire par des mots une œuvre que l'on a face à soi? C'est un problème difficile à résoudre. I was just going to say that what Rachel said reminded me of a story about the Canadian artist Alex Colville. I don't know if you know his work here. High realism, exquisitely startling realism, but always to capture a scene that is disturbing, ineffable, something going on that we can't quite understand. And so there was a documentary made of his life, and they asked his wife, you know, what do you think of his work, or how do you you're living with him, you know, what's your life like living with him, and do you know what he's working on? Are you part of that process? And so she said he's known for his immaculate measurements, precise accounting of reality, which he then reproduces. So she said, well, you know, I never really know what he's up to, but I can tell you that yesterday I saw him measuring the dog. Ça me rappelle l'anecdote d'un peintre, Alex Coldhill, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est connu parce qu'il fait des œuvres d'un grand réalisme, c'est exquis, c'est vraiment très interpellant, ça renvoie toujours au fait qu'il y a quelque chose d'ineffable qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et dans un documentaire, il a été demandé à son épouse à quoi ressemble la vie à ses côtés, est-ce que vous savez ce sur quoi il travaille, est-ce que vous faites partie de ce processus? Et donc pour rappel, vraiment son œuvre à lui, c'est comme un compte-rendu absolument immaculé de ce qu'il vit, très minutieux. Et la femme a répondu, écoutez, je ne sais pas vraiment ce sur quoi il travaille, mais hier il était en train de mesurer le chien. Alors, je rebondis justement sur cette idée d'avoir non plus l'art dans la vie, mais l'artiste dans la vie. Est-ce que c'est une chose qui vous anime aussi, la curiosité, à partir du moment où vous êtes entré en connexion en quelque sorte avec une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme, d'aller voir derrière la personne qui l'a produit, ou est-ce que justement il faut s'en préserver pour garder
le rapport émotionnel qu'on a eu avec l'œuvre. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une expérience esthétique où vous vous êtes dit je veux voir la personne derrière le... Hicham, peut-être, est-ce que vous voulez réagir à ça? I mean, I think it goes back to what I was trying to say earlier about how we respond to it. And I think everything, at least for me personally, everything starts there. When I respond to a work and I want to write about it or have a response to it that is literary, not necessarily writing about it, but having it collaborate with me in order to create something textual. I really just, all the places that I start from are the places of how that work provokes me. And I have for a long time have had this habit. The reasons why it started are both complicated and simple, but when I was 19, I could no longer go to a museum. I felt I couldn't bear it. And I didn't know where to start. I felt overwhelmed. Yet at the same time, I had a real need for art. And I'm not exaggerating by using that word need. I felt it, I required it. I needed it to help me think, navigate, or just be, really. And so I would take my sandwich every lunch break and go into the museum and sit in front of one painting. And I'd do that for a week and then switch to another. And it was a ridiculous scheme to help me stabilize what felt unstable, both the work and myself. And this habit has continued with me. I don't, you'll be glad to know, go every day, but I go maybe once or twice a week. But now the painting, I stay with the painting for a year, sometimes 2 years. And what I found really interesting about this is that the conversation that happens with the work becomes more and more elaborate. And it stops exactly when it stops to provoke in me those ideas. It's not the way to answer your question, but this is what comes to my mind. Alors, je crois que là, on revient un petit peu à ce que j'essayais d'exprimer un peu avant, à propos de la façon dont nous réagissons, dont nous essayons de réagir à l'art. Et je crois que tout commence à ce moment précis. Eh bien, ce moment précis où une œuvre d'art nous émeut, enfin en tout cas pour moi, et au moment où je commence à avoir envie d'écrire à propos de cette œuvre d'art. Pas forcément écrire, ce serait peut-être un peu réducteur, mais le moment où je commence à avoir envie de donner une réaction, d'avoir une réaction littéraire par rapport à cette œuvre-là, et à essayer d'entrer en collaboration avec cette œuvre, pour que cette œuvre m'amène à créer de la matière, enfin quelque chose de textuel en définitive. Et alors, il y a différents endroits, ça peut commencer à différents endroits, hein, cette réaction-là. Il y a différentes manières eh bien, à travers lesquelles une œuvre peut provoquer cela chez moi. Et alors, je vais vous raconter quelque chose, c'est que pendant très très longtemps, j'avais eh bien, une petite habitude, alors je ne sais pas trop les raisons pour lesquelles j'ai commencé eh bien, que j'ai pris cette habitude-là, c'est les raisons sont à la fois compliquées et très simples. Je crois que c'était aux alentours de mes 19 ans. Je me suis rendu compte que j'arrivais plus en fait à aller au musée. Ça m'était devenu insoutenable en fait. Quand j'allais au musée, c'était trop. J'étais trop submergée. Je savais pas par où commencer.
Voilà, mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter d'aller au musée parce que j'avais un besoin quasiment irrépressible d'art, de consommer, enfin d'être en présence d'art. C'était vraiment quelque chose. Oui, il fallait que j'ai de l'art dans ma vie pour m'aider à penser, pour m'aider à tout simplement ne serait-ce qu'évoluer au fil des jours, enfin en tout cas évoluer dans mon quotidien, et pour m'aider à être tout simplement. Et donc pour essayer de surmonter mon impossibilité de continuer à aller au musée, ce que j'ai fait, c'est que tous les midis, j'ai pris l'habitude de prendre mon sandwich et d'aller au musée, de m'installer devant une peinture et de rester devant la même peinture, comme ça, de revenir voir cette même peinture pendant une semaine, mettons. Et puis ensuite, je changeais, je passais à une autre œuvre. Donc c'était une technique un petit peu ridicule que j'ai trouvée, que j'ai appliquée pour essayer de stabiliser un peu les choses, de calmer le jeu, si je puis dire, pour pouvoir rétablir le lien entre le monde de l'art et moi-même, en fait, mon rapport à l'art. Et je dois dire que cette habitude, en fait, j'ai continué à l'entretenir. Alors, je vais peut-être pas aussi assidue que quand j'avais 19 ans, mais je dirais que je vais à peu près une fois par semaine au musée. Et puis, je rentre comme ça en conversation avec des œuvres. Il y a des œuvres avec qui j'ai la conversation, le dialogue a pu durer comme ça pendant 2 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que cette conversation devient de plus en plus sophistiquée au fil du temps. Et elle s'arrête précisément au moment où l'œuvre d'art va enfin créer cette petite étincelle, provoquer les idées que j'attendais, que j'appelais de mes voeux. Il provoque ces idées en moi et voilà, je suis inspirée pour écrire. Donc, alors, c'est pas du tout comme ça que vous vous attendiez à ce que je réponde à votre question, mais voilà. Tant mieux, tant mieux. Je souligne quand même, parce que Hicham ne l'a pas dit, que ces rencontres régulières avec des œuvres d'art avaient quand même donné lieu plus tard, des années plus tard, à un ouvrage, Un mois à Sienne, où elles sont quand même au centre de l'écriture. Mais je vous laisserai peut-être en parler dans un dernier temps. Je me retourne vers vous, Rachel. Alors donc du coup, on parle d'un rapport aux œuvres et vous nous avez évoqué tout de suite un rapport aux artistes. Est-ce que ça fait évoluer l'émotion que peut vous procurer une rencontre avec une œuvre d'art, le fait d'en connaître son créateur ou de le côtoyer ou d'en connaître même l'intimité? Well, it was one of the things I noticed kind of early on in my experiences of looking at visual art was that the life of the artist seemed to be very well concealed by the image that they produced, and that seemed to me something that actually happened also at a level of interpretation that I felt in. I mean, I have always read a lot of art history, and there seemed to be almost a snobbery in the mind of the art historian about making biographical interpretations of visual works. Oui, je dois dire qu'il y a une chose qui me frappe dans les œuvres d'art visuel, c'est la façon dont la vie privée de l'artiste est, disons, cachée derrière cette œuvre. En fait, cela m'a un peu interpellée quand je vois que on arrive même à arriver à une espèce d'attitude un peu snob, je dois dire, chez les historiens d'art qui parsèment leurs critiques, leurs explications de notes biographique de l'artiste pour expliquer l'œuvre. So in a sense, one of the, I think,
cultural assumptions we have about visual artists is that they're very badly behaved. And they do all of the things that we wouldn't dare to do. So I wonder how, and I think that has sort of worked okay until kind of now, really, when interrogations of identity and of personal behavior actually start to change the value of the work. So I think this is quite an interesting moment to think about that. Et d'ailleurs, on a, disons, toujours un peu pensé qu'un artiste visuel, un peintre, est un mauvais garçon, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ça a été plutôt à leur avantage. En fait, ça a bien marché pendant, jusqu'à maintenant. Enfin, en fait, moment où l'on commence quand même à réfléchir à justement cette relation entre la vie de l'artiste et puis l'œuvre, et puis à questionner un petit peu la personne de l'artiste d'un point de vue un peu moral par rapport à son œuvre, n'est-ce pas, sa personnalité par rapport à l'œuvre. Ça commence un peu à changer. Bien, alors je vois que l'heure tourne, donc je me retourne vers le titre de la session, Avoir l'art dans la vie. J'y entends une curiosité, une histoire de lien, mais une curiosité qui ne doit pas être mal placée, un élan, une attache, un besoin même. Est-ce que s'il y a une image ou un mot avec lesquels vous voudriez nous laisser avant que d'autres panels commencent et que les visiteurs puissent aussi circuler dans les expositions et du festival américain? Une image, un mot, en lien avec l'art ou pas d'ailleurs? Well, I can say that in Held, there's a scene which is very central to the whole novel, and again resides very much the importance on one word. And it's a scene between two characters, Alan and Mara, who have both worked in war zones, Mara as a doctor and Alan as a journalist. And she asks a question. They're lying together in the dark talking, and she asks a question that's central to her, that makes all the difference to her. And that question is it possible for good to outlast, to wait, to endure while evil consumes itself? And Alan, who's dealing with his own misery, says no. And then he looks at her. He knows he loves her with all his soul, and it's a very different matter considering another's despair rather than one's own. And he says, maybe. And that journey from no to maybe is what lies at the heart of that novel. J'aimerais bien vous laisser sur une scène centrale dans mon livre Étreinte, dans laquelle, là encore, un mot prend toute son importance. C'est une scène entre deux personnages qui ont travaillé sur des théâtres de guerre, Alan en tant que journaliste et Mara en tant que médecin. Ils sont dans le noir, allongés l'un à côté de l'autre, et Mara pose sa question: est-ce que c'est possible que le bien dure plus longtemps que le mal, au sens où le bien resterait alors que le mal s'autoconsume? Et Alan, qui est en proie à ses propres difficultés, lui répond non. Mais il la regarde, il l'aime de tout son cœur, et il envisage alors le désespoir de l'autre au lieu de simplement penser au sien, et il lui répond peut-être. Et je pense que ce trajet entre le non et le peut-être, c'est au cœur de mon livre. Un mot, une image avec lesquelles vous voulez nous laisser? Il n'y a pas d'obligation. I'm not very good with one words.
but I would say it's, I mean, for me, well, I'm just sorry, it's not what you've asked, but I'm kind of stunned by the translators. I think you guys are quite amazing, incredible. But I would, at the risk of sort of turning our conversation about art and aesthetics and to something more civic, I would say the word that comes to mind when you've asked the question is not one word, but the dangers of being underestimated. I think we are under a very relentless assault of bad images and social media and so on that is really attending to our desire to be constantly distracted. And in that is, I think, a real dangerous underestimation of who we are, who we might be, because we are also being made and remade by these works. So that's something that I think a lot about these days. Yeah. Alors, bon, moi, je suis vraiment, je suis pas très bon quand il s'agit de résumer les choses en un mot. Alors, désolé, bon, ça n'a rien à voir avec notre conversation, mais je voulais dire, je suis assez impressionnée par le travail des traductrices. Je trouve que c'est assez incroyable. Ce que vient de faire Céline. Et bon, alors, au risque d'un petit peu déplacer le curseur et de faire dévier notre conversation sur l'art et l'esthétique vers quelque chose qui serait plus de l'ordre du civisme, eh bien, je crois que le mot, enfin, c'est pas un mot, mais c'est un terme, une expression que je voudrais partager avec vous, ce serait les dangers d'être sous-estimés. Et je crois qu'on est vraiment là en ce moment, tous et toutes, on subit des assauts incessants, perpétuels en ce sens, des assauts d'images médiocres, notamment sur les réseaux sociaux évidemment, des images qui n'ont aucune consistance et qui nourrissent sans cesse notre désir d'être en permanence distrait et qui nous distrait, et on est complètement sous-estimé en permanence. On sous-estime qui nous sommes, on sous-estime qui nous pourrions être. Et voilà. Alors, et on est en constante fabrication et refabrication, refaçonnée par ces images qui n'ont aucun sens. Et ça me taraude beaucoup en ce moment. Merci beaucoup. Rachel, vous voulez ajouter un mot Seems unfair not to, but I will very quickly say one thing we might all think about is why all children and all of us as children create all the time, draw, paint, write stories, and why do most of us stop? Oui, juste une petite question que je me pose en général. Souvent, c'est pourquoi les enfants, absolument tous les enfants, et nous-mêmes, lorsque nous étions enfants, eh bien, créions, dessinions, écrivions sans cesse. Et pourquoi la plupart d'entre nous, une fois atteint l'âge adulte, eh bien, nous arrêtons. Voilà, des mots de la fin qui ouvrent des mondes et donc que vous pourrez habiter d'une manière ou d'une autre. Je remercie infiniment nos 3 auteurs et autrices. Donc, je rappelle Rachel Cusk à ma gauche, autrice de Parade. Tous les ouvrages que je montre, vous pourrez évidemment les retrouver au Salon du Livre. Donc Rachel Cusk pour Parade aux éditions Gallimard dans les collections du monde entier. Anne Michaels Étreinte aux éditions du Sous-Sol. Hicham Mattar, Mes Amis, dernier paru aussi chez du monde entier aux éditions Gallimard. Donc tous les ouvrages, vous les retrouvez au Salon du Livre. Je remercie, j'en profite, ils ont été remerciés, mais je les remercie à nouveau, nos 3 interprètes. C'est un travail fatigant. Et merci à toute l'organisation du festival. Merci à vous.